Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Première partie. Les DEBATS sur les biotechnologies, 1. 1. Les controverses scientifiques. Avant d'aborder la mise en question morale et philosophique des biotechnologies, nous présenterons un aperçu des controverses scientifiques suscitées par l'émergence de ces nouvelles sciences. 1. Évolutionnisme et génétique. L'avènement de la biologie moléculaire et des biotechnologies se situe dans la lignée du darwinisme. Pour Darwin, l'évolution procède de l'action cumulative de la sélection naturelle sur de petites mutations produites de manière aléatoire. L'évolution par sélection naturelle dépend de ces événements rarissimes que sont les erreurs qui se révèlent bénéfiques. La nature se contente d'éliminer les organismes les moins aptes à survivre et à se reproduire dans leur environnement, laissant la place aux mieux adaptés. L'hérédité conserve et accumule ses acquis et les transmet à la descendance. Les généticiens vont expliquer cette transmission des caractères ainsi fixés par l'action des gènes déterminant ces caractères. Les gènes sont portés par une macromolécule, l'ADN. La duplication fidèle de l'ADN et sa transmission à la descendance va permettre une reproduction fidèle des caractères. Les mutations qui peuvent survenir pendant la duplication de l'ADN vont introduire la variabilité dont dépend l'évolution. Le gène a pour fonction de conserver les instructions nécessaires au bon fonctionnement d'une cellule ou d'un organisme. L'instruction contenue dans un gène s'exprime, entre autres, sous la forme de protéines. Le code génétique, dans le cadre de la sélection naturelle, est mémoire et projet. La génétique va s'intéresser aux lois qui régissent la transmission des caractéristiques biologiques entre les parents et leur descendance, Mendel. Elle cherche à définir les bases moléculaires, physico-chimiques, de l'hérédité, de la transmission et de la conservation des caractères héréditaires. Le génome est l'ensemble du matériel génétique d'une cellule, d'un organisme. Avec le déchiffrage des génomes des bactéries, des plantes et des animaux ainsi que du génome humain, se développe une nouvelle discipline, la génomie. La génomique s'intéresse au fonctionnement global des génomes et vise in fine à en avoir une vision intégrée. Elle étudie l'histoire des génomes, leur évolution. Le séquençage permet d'identifier les composants individuels du génome, les gènes et les séquences qui régulent leur expression. À partir de ces données est étudiée la fonction de ces gènes et des protéines pour lesquelles ils codent, leur rôle dans la cellule et les organismes. C'est ce qu'on appelle la génomique fonctionnelle. La génétique humaine est l'étude du rôle des gènes individuels, ou des groupes de gènes, dans la production des caractères humains. La biologie moléculaire a ainsi permis d'apporter de nouvelles méthodes d'observation du fonctionnement des gènes. Identification et localisation dans les chromosomes, diagnostic génétique, rôle du gène dans le développement, effet des modifications de gènes. La transgenèse a pour but de modifier le patrimoine génétique d'un individu, voire d'une espèce. 2. La technicisation de la science. Avec le génie génétique, à la fin des années 70, la biologie moléculaire s'accompagne d'une technicisation de la science et du développement de ses applications. Cette tendance s'accélère à partir des années 90. Du fait du coût de l'instrumentation informatique et robotique nécessaire au décryptage des génomes, les pratiques scientifiques sont connectées à des espaces productifs à valorisation économique. Ceux-ci intègrent les infrastructures de production des savoirs dans des systèmes d'innovation qui modifient les relations entre la recherche fondamentale et la recherche appliquée. Le rôle de l'industrie est de plus en plus prégnant dans la production et la diffusion des connaissances sur l'insertion du matériel génétique dans les organismes vivants. Cette évolution se traduit par des formes de partenariat entre biotechnologie et industrie pharmaceutique, et par des méthodes de recherche semi-industrielles privilégiant l'instrumentation informatique. Les séquences d'ADN annotées dans GenBank incluaient en 2001 plus d'1 milliard de séquences, travail qui implique un recours massif aux supercalculateurs. La bioinformatique est reconnue comme l'une des branches essentielles de la biologie. Dans les 3 dernières décennies, l'avènement d'outils et de dispositifs techniques nouveaux conduit à une redéfinition de l'organisation des recherches, de la définition de leurs objets et de leur validation.
La mise au point de ces nouveaux outils est tout autant le rôle de mathématiciens et d'informaticiens que de biologistes. La révolution informatique fait émerger de nouveaux types de questionnements et d'interprétations. Or, certains chercheurs, même parmi les biologistes moléculaires, doutent de l'aptitude de l'information de séquence à expliquer la fonction biologique. La controverse sur la signification métaphorique des notions de programme et de code génétique est un exemple de ces divergences. Les notions de programme et de code génétique laissent à penser qu'il y aurait comme un projet enfermé dans des macromolécules. La métaphore du programme va faire sombrer les biologistes moléculaires dans un déterminisme irrationnel. L'analogie informatique prête à l'ADN le pouvoir de diriger, selon un plan préétabli, les interactions entre les protéines et le milieu cellulaire. Le gène détermine les fonctions et les caractéristiques de l'organisme. L'auteur montre que la physiologie des organismes invalide ces hypothèses. Henri Atlan développe une argumentation distinguant finalité et intentionnalité. Un comportement qui a une signification, en ce sens qu'il constitue l'accomplissement d'une fonction, tend à nous faire associer l'origine de cette signification à une finalité intentionnelle, celle qui détermine à l'avance l'objectif à atteindre par cette fonction. Mais la réalisation est celle d'un programme dont le but n'est pas intentionnel. 3. Complexité et réductionnisme. Le déterminisme génétique est critiqué par les scientifiques déjà, au niveau du fonctionnement de l'expression des gènes. Les ARN messagers de l'ADN contiennent les informations capables de diriger la synthèse des protéines selon la règle définie par le code génétique. Mais l'analyse du transfert des gènes dans les cellules montre que chaque gène exerce des fonctions de plus en plus complexes au fur et à mesure que les organismes deviennent eux-mêmes plus complexes. Un gène peut donner plusieurs ARN messagers pour plusieurs protéines. De leur côté, les protéines peuvent avoir de multiples fonctions qu'elles exercent en s'associant de manière variée avec d'autres protéines. Les conséquences d'une fonction génique donnée sur la physiologie de la cellule dépendent des interactions entre le gène et d'autres composants cellulaires, en particulier les protéines elles-mêmes. La conclusion de ces observations est la multiplicité des fonctions des gènes, de leurs interactions et de la régulation de leur expression par les protéines. Une complexe machinerie cellulaire contrôle l'expression génique. Il existe une rétroactivité entre l'activité des gènes et le réseau biochimique du fonctionnement cellulaire. Il y a réaction du récepteur au message reçu et retour vers l'émetteur avec un effet de stimulation ou d'inhibition. Les protéines peuvent agir en retour sur l'expression des gènes. Tout ceci a des conséquences pour la transgenèse. Les organismes vivants sont trop complexes pour que l'on puisse prévoir tous les effets de l'introduction d'un transgène. Ces découvertes invalident les attentes surestimées d'un déterminisme génétique strict. Elles permettent même de formuler des hypothèses inverses, notamment que les organismes ne constituent pas seulement les substrats passifs de l'évolution, mais qu'ils représentent aussi les moteurs de leurs propres changements, qu'ils ont été dotés de capacités d'intervention sur leur propre évolution. À ces arguments internes, invalidant les thèses du déterminisme génétique, s'ajoutent des considérations extérieures au fonctionnement de l'organisme, principalement les effets de l'environnement. Les conditions environnementales modulent l'expression du génome. Tout caractère est produit par la conjonction d'un déterminisme génétique et d'un déterminisme externe enchevêtré d'une manière inextricable. Ainsi, à la génétique physiologique, ou moléculaire, qui étudie les mécanismes physico-chimiques de la transmission des caractères par les gènes, se confronte la génétique des populations qui étudie la répartition des gènes au sein des populations dans la perspective d'une explication historique de l'hérédité. L'environnement serait en effet l'une des clés de l'expression des gènes. On constate une désactivation des gènes avec l'âge, les maladies. La prise en considération des interactions entre le génotype et l'environnement relativise l'hypothèse des effets du programme génétique et prête à l'idéologie génétique, l'accusation de réductionnisme. Le réductionnisme des biologies moléculaires est accusé de relever d'un esprit trop étriqué, sous-évaluant l'impact des forces extérieures sur la façon dont les organismes progressent et dont les changements se déroulent. Les organismes, les espèces sont façonnés par leur environnement avec lequel ils interagissent. Le postulat génétique relèverait d'une mauvaise conceptualisation de l'hérédité,
réduisant l'histoire de l'évolution à une mémoire inscrite dans une substance, l'ADN, qui est ainsi matérialisée, physicalisée. C'est réduire le vivant à un fonctionnement physico-chimique. L'hérédité est une construction historique. Le génie génétique, présenté comme de la haute technologie, n'est qu'un bricolage empirique. La biologie évolutionniste étudie les comportements des organismes, les relations qu'ils entretiennent entre eux et avec leur milieu. La biologie doit intégrer la physiologie, l'éthologie et l'écologie. Ces courants de biologie intégristes dénoncent les projets d'intervention sur le vivant prêtés aux biologies moléculaires. On met en garde contre l'appropriation de la biologie par la technoscience médicale. Ces mises en garde posent la question fondamentale dans notre recherche des utilisations des biotechnologies. 4. Les applications des biotechnologies. Cette thématique sera largement développée par la suite sous l'angle des enjeux du clonage et de la transgénèse, et de l'appréhension éthique et normative de leur usage. Nous nous contenterons dans cette section d'évoquer les attentes et les promesses de la science. Aux attentes des malades s'opposent les appréhensions des philosophes et leur insistance sur l'urgence d'un débat éthique sur ces questions difficiles. Le séquençage du génome humain avait pour but de déchiffrer sa signification biologique. Cette cartographie du génome permet de localiser les gènes impliqués dans les maladies. Ce dépistage des prédispositions peut, dans certains cas, faciliter la mise en place d'actions préventives. Ces découvertes suscitent les espoirs et les encouragements des associations de malades. Mais d'autres applications sont possibles. Par exemple, la thérapie génique repose sur l'utilisation de la transgenèse. On peut, dans ce cadre, envisager une intervention sur les seules cellules somatiques, celles de l'organe malade par exemple, ou sur les cellules germinales, l'ovule ou le spermatozoïde ou l'œuf fécondé au stade d'une cellule. Dans le premier cas, on a des interventions thérapeutiques individuelles. Dans le deuxième cas, on a transmission intergénération et donc potentiellement modification de l'espèce. Cette dernière application ouvre la controverse sur ses utilisations eugénistes. Nous y reviendrons en détail dans les sections 3 et 4 de cette partie. Dans la perspective d'une thérapie génique somatique, la définition de la structure et de la fonction de la protéine anormale à partir des banques de données permet d'identifier des cibles susceptibles de devenir des médicaments. Le gène correcteur est utilisé comme médicament et met en jeu les liens de cause à effet entre l'expression d'un gène anormal et une pathologie. Mais la prédisposition génétique à des maladies est complexe, multifactorielle. Les liens entre facteurs génétiques et environnementaux restent obscurs et le rôle des facteurs génétiques dans une multitude de maladies reste à expliquer ou à préciser. Les recherches en ce domaine restent potentiellement dangereuses, et la réunion d'Asilomar de 1974 entre scientifiques, sans parvenir à un moratoire, a suscité la promotion de règles de sécurité plus rigoureuses. Mais le débat reste entier entre défenseurs d'une liberté scientifique inconditionnelle et tenants d'une responsabilité collective qui en appellent à un débat public sur la poursuite de ces travaux. Les réserves sur les recherches biogénétiques et leurs applications sont plus importantes chez les philosophes que dans les milieux scientifiques. Elles concernent essentiellement les interventions génétiques et l'eugénisme. Pour les critiques philosophiques des nouvelles orientations scientifiques, les technosciences sont devenues une nouvelle idéologie. C'est à elles qu'on a confié toutes les attentes et utopies qui habitent l'esprit des hommes, la connaissance parfaite, la divination, prédictibilité génétique, la transformation prométhéenne du monde. Avec la thérapie génique, ou l'aide au PVD par les OGM, on promet beaucoup plus qu'on ne pourra tenir. Jürgen Habermas dénonce dans ses nouvelles orientations scientifiques une technicisation de la nature et une instrumentalisation de la vie humaine, l'espoir de tirer profit et bénéfice d'un progrès sur lequel on ne peut même pas établir un pronostic scientifique sûr. Selon certains chercheurs, les manipulations de cellules, d'embryons, les OGM et le clonage représentent pour notre civilisation un tournant culturel grandiose et irréversible, qui aurait des conséquences majeures sur nos vies et nos esprits. Habermas estime que ces orientations scientifiques remettent en cause l'éthique de l'espèce. Désormais nous ne pouvons plus nous comprendre comme des êtres éthiquement libres et moralement égaux s'orientant au moyen de normes et de raisons.
Hans Jonas analyse les effets irréversibles de nos technologies et la menace sur la biosphère en tentant de promouvoir une heuristique de la peur. Celle-ci a touché certains biologistes comme en témoignent les tentatives du moratoire d'Asilomar sur les manipulations génétiques, ou les propositions de Jacques Testard de moratoire des recherches sur l'embryon. Leur écho est resté très limité. L'une des défenses des scientifiques consiste à séparer la science de ses applications. La connaissance scientifique ne véhicule pas de valeurs, ni morale, ni éthique. La science nous dit comment est le monde. Des dangers et des problèmes éthiques n'apparaissent que lorsque la science est appliquée comme une technologie. Mais la biologie nouvelle ne consiste-t-elle pas à allier science et technologie, dans la technoscience que dénonce Habermas ? Un biologiste de l'INRA et une philosophe ont coopéré à une mise en question sévère de l'intervention de l'homme sur la nature. L'intervention scientifique est trop puissante pour que l'on puisse la circonscrire. Le monde clos du laboratoire a un extérieur. Que ce soit par ses applications techniques ou par les effluents qui en échappent, il produit de la technonature dont il ne maîtrise ni l'usage économique ou stratégique, ni le devenir naturel. En analysant les enjeux sociaux des nouvelles technologies, nous aborderons la mise en question concrète de ces pratiques scientifiques et de leurs applications, principalement à travers l'examen des applications utiles ou contestées du clonage animal qui est, avec les recherches sur la thérapie génique, l'objet de notre enquête auprès des chercheurs qui les pratiquent. 5. Les sujets controversés. Parmi les sujets controversés des recherches en biotechnologie, où la controverse déborde rapidement du terrain scientifique vers le champ de l'éthique, nous en retiendrons deux, plus spécialement proches de nos thèmes d'enquête, celui des thérapies géniques et celui de l'application du clonage à l'homme, clonage reproductif et clonage thérapeutique. A. Thérapie génique et diagnostic préimplantatoire. Le diagnostic préimplantatoire fait l'objet d'un encadrement législatif assez contraignant afin d'éviter qu'il soit utilisé pour des motifs non médicaux. Il n'est utilisé légalement qu'à titre exceptionnel, lorsque le couple a une forte probabilité de donner naissance à un enfant atteint d'une maladie génétique d'une particulière gravité reconnue comme incurable. Art. 17 de la loi de bioéthique. Il permet de déceler des maladies très graves motivant des interruptions de grossesse. La diminution de la fréquence des individus atteints de ces maladies héréditaires représenterait donc un objectif eugéniste. Le diagnostic porté sur les anomalies a nécessairement tendance à abandonner le critère de gravité et à permettre des dérives vers le choix des caractéristiques de sa descendance, ce qui devient une dérive eugéniste claire. Dans le cadre du diagnostic préimplantatoire, qui fonctionne depuis plus de 20 ans dans la fécondation in vitro, une sélection et un contrôle de qualité des embryons sont effectués avant leur réimplantation dans l'utérus. Il donne la possibilité de choisir les caractéristiques de sa descendance. Cette finalité de complaisance provoque une crainte de dérives eugénistes. Ces interventions individuelles sont cependant distinctes d'interventions génétiques sur la lignée germinale, qui corrigeraient les gènes défectueux du génome. Elles sont pourtant dénoncées par un certain nombre de biologistes et de philosophes. Jacques Testard a formulé son désaveu de telles pratiques. Jürgen Habermas voit dans cette intention d'amélioration qui aboutit à une sélection d'un être vivant une pratique eugéniste. Il est difficile de respecter la ligne de démarcation entre la sélection des facteurs héréditaires indésirables et l'optimisation des facteurs désirables. La pratique du diagnostic prénatal conduirait ainsi à un assouplissement irrésistible des interdits. Catherine Bachelard-Jobard estime que le basculement du diagnostic prénatal vers l'eugénisme est lié à la normalisation des pratiques de diagnostic, à sa systématisation. Pierre-André Taguieff répond à Jacques Testard que la demande d'enfants sans déficience ne correspond qu'à un eugénisme imaginaire. Le diagnostic préimplantatoire est une médecine génétique sans implication eugéniste et il dénonce le procès d'intention qu'on lui fait. Nul biologiste aujourd'hui ne propose une planification autoritaire de la procréation humaine. Françoise Laborie, au contraire, voit dans les nouveaux modes de reproduction humaine, fécondation in vitro, transfert d'embryons, mère porteuse, une instrumentation médicale démontrant le primat des biotechnologies sur les déterminations sociales, culturelles et psychologiques et critique cet activisme médical. B. Les limites de la transgenèse.
Les débats sur le diagnostic préimplantatoire ont pour arrière-fond sa définition comme intervention thérapeutique individuelle, ou comme intervention génétique héréditaire susceptible de modifier l'espèce. Cela rejoint la distinction entre thérapie génique somatique et thérapie génique germinale. La première consiste à soigner l'homme avec l'ADN utilisé comme médicament. On remplace dans un organe ou dans les cellules cibles le gène déficient par un gène normal, greffé sur le génome sans que cela ne modifie l'hérédité. Au contraire, la thérapie génique appliquée aux cellules germinales confère un nouveau caractère héréditaire. La première intervention n'est pas contestée. La seconde en revanche pose problème. Si la nature exerce une pression sur les gènes, la sélection par l'être humain ne peut-elle de son côté exercer une pression sur la nature ? Pourquoi par exemple ne pourrait-on pas, par des procédés thérapeutiques, réduire certains facteurs de risque liés aux propriétés de son génome ? Louis-Marie Houdbin, biologiste à l'INRA, estime qu'il faut limiter l'intervention humaine à ses aspects thérapeutiques. La transgenèse sur la lignée germinale serait acceptable seulement dans le cadre d'une thérapie génique à visée thérapeutique, modification de gènes destinés à prévenir ou soigner une maladie, mais ne serait pas acceptable un changement visant à améliorer un individu. Mais il reconnaît que cette attitude soulève au préalable des problèmes éthiques. Jacques Testard répond qu'on n'a pas le droit de prendre le risque, fût-ce pour des motifs thérapeutiques, de modifier l'homme, de modifier l'espèce humaine. Les instances éthiques et la législation soulignent les risques de dérive de la thérapie génique somatique vers la transgenèse germinale. Le Comité consultatif national d'éthique, CCNE, recommande de limiter les possibilités de thérapie génique aux seules cellules somatiques et d'interdire formellement toute tentative de modification délibérée du génome des cellules germinales et toute thérapie génique comportant un risque d'une telle modification. Cette opposition aux manipulations génétiques des cellules germinales est justifiée par des raisons éthiques. En effet, le choix est de réaliser la modification génétique sur un embryon très précoce, au stade d'une cellule. Or, l'embryon ou le fœtus doit être reconnu comme une personne humaine potentielle qui est, ou a été, vivante et dont le respect s'impose à tous. Ceci entraîne une interdiction des recherches expérimentales sur l'embryon, ainsi que de son utilisation commerciale ou industrielle. Mais les positions évoluent. Des dérogations sont introduites dans la nouvelle législation dans l'utilisation de l'embryon pour des recherches thérapeutiques. François Gros souligne les nombreux apports du génie génétique. Production de molécules d'intérêt pharmaceutique, insuline, interférons, vaccins contre la malaria et l'hépatite B, sondes ADN appliquées au diagnostic prénatal, à la détection de maladies génétiques et d'agents pathogènes. Mais le transfert de gènes étrangers dans les cellules des organismes supérieurs lui inspire la crainte que l'homme ne s'apprête à expérimenter sur sa propre espèce, et s'oriente vers une démarche eugéniste. Pour Michel Onfray, les nouvelles façons de soigner apportées par la révolution transgénique éviteront, grâce à la médecine prédictive, le déclenchement de maladies génétiques. Et le philosophe s'insurge contre la critique éthique à leur encontre. On impute à la transgenèse des fautes, des erreurs et des péchés qui ne sont pas les siens. L'usage libéral et marchand de ces techniques est confondu avec leur usage humaniste. C. Clonage reproductif et clonage thérapeutique. Le clonage est défini comme la reproduction à l'identique, sans modification de son patrimoine génétique, d'une cellule ou d'un organisme entier. Il s'agit d'un mode de reproduction asexué. Le bouturage des plantes est un clonage. Pour pouvoir cloner un organisme multicellulaire, dont chaque cellule différenciée possède une fonction particulière, cellules rénales, hépatiques, neurones, globules blancs, etc., à partir d'une cellule unique, il faut que cette cellule soit totipotente, c'est-à-dire qu'elle puisse engendrer tous les tissus de l'organisme, soit environ 200 types cellulaires différents. Cette aptitude est seule réservée aux cellules qui forment l'embryon dans les 4 premiers jours de son développement. Alors qu'une cellule différenciée n'exprime qu'une partie de ses gènes, une cellule totipotente est capable d'exprimer l'ensemble des gènes présents dans son noyau. Pour obtenir une cellule totipotente, en dehors de la reproduction sexuée, capable de se développer en embryon, la technique utilisée est celle du transfert de noyau. En transférant un noyau, qui contient l'ADN, l'information génétique, prélevée dans une cellule somatique différenciée, dans le cas de la brebis Dolly, on a utilisé une cellule mammaire,
Dans un ovocyte, on peut réactiver, par un mécanisme dont on ignore encore la nature, la capacité d'expression génique complète de ce noyau. Cette technique qui marche maintenant chez de nombreux mammifères, la souris, le mouton, la vache, le chien, mais pas chez l'homme, le succès annoncé par le chercheur coréen Wang s'est avéré être une fraude, et très peu efficace. Chez le mouton, seulement 1% des embryons reconstitués donnent naissance à des agneaux. Selon que les embryons ainsi clonés seront réimplantés dans l'utérus d'une mère porteuse pour donner naissance à un individu, ou bien développés in vitro pour fournir des cellules souches embryonnaires à visée thérapeutique, on parlera de clonage reproductif ou de clonage thérapeutique. C'est donc le but du clonage qui distingue ces deux types et non la technique utilisée. Les débats éthiques sur le clonage tournent autour de ces deux aspects du clonage. Chez les animaux d'intérêt agronomique, le clonage reproductif peut d'une part faciliter l'obtention d'animaux transgéniques, puis être utilisé pour reproduire à l'identique les individus obtenus par transgenèse. Par contre, chez l'homme, le clonage conçu comme moyen de reproduire des individus est condamné à une quasi-unanimité aussi bien par les moralistes, les responsables politiques que par les scientifiques. L'utilisation d'embryons clonés à des fins thérapeutiques reste controversée et fait l'objet de restrictions législatives hésitantes et fluctuantes. Les raisons d'opposition au clonage reproductif sont à la fois techniques et morales. C'est une technique scientifiquement dangereuse et une atteinte à la dignité de la personne. Le clonage thérapeutique pâtit de sa proximité technologique avec le clonage reproductif. L'utilisation de cellules d'embryons clonés à des fins thérapeutiques implique une remise en cause du statut de l'embryon. Des moratoires et des interdits empêchent toute extension du clonage reproductif à l'espèce humaine. Le clonage thérapeutique est mieux accueilli par l'opinion, bien qu'il implique une réification et une instrumentalisation de l'embryon. L'acceptabilité du clonage thérapeutique est liée au débat sur l'utilisation des cellules souches. Si l'on arrête le développement de l'embryon en ne le transplantant pas dans un utérus adoptif, l'embryon peut être la source de cellules souches, non plus totipotentes mais pluripotentes, qui en se différenciant deviennent capables de régénérer des organes. Ces capacités régénératrices permettent d'envisager de traiter la maladie de Parkinson, certaines leucémies, le diabète, des maladies cutanées. Les embryons à visée thérapeutique pourraient être obtenus par clonage plutôt que par fécondation. Le clonage à visée thérapeutique et l'utilisation des cellules souches embryonnaires, appelées cellules ais par les scientifiques, sont ainsi à la base d'une ingénierie cellulaire et d'une médecine régénératrice prometteuse dont l'objectif serait de remplacer les cellules âgées ou malades par des cellules jeunes génétiquement et immunologiquement compatibles et donc non rejetées par le patient. Nous verrons dans la partie 3 quel accueil font les chercheurs de Généton à ces nouvelles techniques thérapeutiques. Cette instrumentation thérapeutique de l'embryon, qu'il s'agisse d'embryons surnuméraires ou d'embryons obtenus par clonage, a fait surgir de nombreuses oppositions éthiques portant sur la légitimité de créer des embryons pour soigner des maladies, ainsi que sur l'utile, ainsi que sur le droit de les manipuler, même dans de bonnes intentions. La découverte des cellules souches adultes pluripotentes a paru apporter la solution miracle à ces controverses. Les cellules souches adultes auraient les mêmes potentialités que les cellules souches embryonnaires pour obtenir des résultats thérapeutiques semblables à ceux qu'on espère obtenir avec le clonage thérapeutique. Mais la question subsiste de l'équivalence des performances et des potentialités des cellules souches adultes et des cellules souches embryonnaires. La recherche sur les cellules souches risque de continuer à alimenter pour de longues années les questions posées sur le statut de l'humain et de la vie dans nos sociétés et sur notre manière de fabriquer l'humain. Certains chercheurs et certains philosophes dénoncent dans la condamnation du clonage reproductif une argumentation abusive. Michel Onfray notamment estime que la crainte du clonage humain procède d'une méconnaissance de ses réelles conséquences. Le tout génétique est une fiction qui nie l'interaction, le milieu, les influences, le monde, les autres qui nous structurent et nous construisent. Nous retrouverons ce type d'argumentation chez des chercheurs travaillant sur la transgenèse animale. 2. Les enjeux des biotechnologies. Notre recherche sur l'accueil scientifique et éthique des biotechnologies étant essentiellement centrée sur le clonage animal et la thérapie génique,
l'étude des enjeux sociaux, économiques et politiques des biotechnologies privilégiera la mise en cause de ces sujets de recherche tout en les situant dans la perception globale de ces nouvelles sciences. 1. Les applications utiles. Nous relevons ici un certain nombre d'arguments qui concernent les conséquences attendues du clonage et de la transgenèse. Distinguons d'abord ces deux techniques. Le clonage est une forme de bouturage. C'est la création d'un individu qui est une copie génétique, un jumeau, décalé dans le temps, sans l'étape de la fécondation. Il s'agit là de clonage reproductif. Dans le clonage thérapeutique, l'embryon n'est pas réimplanté mais utilisé pour obtenir des cellules embryonnaires capables de se différencier en de nombreux types cellulaires. La transgenèse, quant à elle, a pour but fondamental de modifier le patrimoine génétique d'un individu, voire d'une espèce. Le clonage et la transgenèse ainsi que la génération de cellules pour des greffes humaines sont très étroitement intriqués. En effet, l'utilisation du clonage par transfert de noyaux facilite grandement l'obtention d'individus transgéniques. La modification génétique souhaitée est réalisée in vitro sur la cellule donneuse de noyau. Après transfert du noyau modifié dans un ovocyte énucléé, on obtient un embryon qui, après réimplantation dans une mère porteuse, donnera naissance à l'animal transgénique qu'on voulait obtenir. Le clonage ne comporte pas le remaniement du patrimoine génétique qui accompagne la reproduction sexuée et peut être utilisé pour reproduire des individus obtenus par transgenèse. Il faut distinguer le clonage tel que nous l'avons défini ici, du clonage d'un gène. Cloner un gène, c'est l'isoler et le reproduire à l'identique dans un organisme qui se reproduit de manière asexuée, le plus souvent une bactérie, une levure ou une plante. L'addition et le remplacement des gènes ont fait de notables progrès grâce au clonage tel qu'il est défini dans ce deuxième sens. Il s'agit en effet d'une technique de base de toute manipulation génétique. A. L'utilité du clonage animal et de la transgenèse pour la recherche fondamentale. Le clonage facilite le développement de nombreuses recherches génétiques et expérimentales. C'est un outil de recherche fondamentale sur l'embryon et sur la fonction des gènes et des protéines correspondantes. La nouvelle biologie cellulaire repose en grande partie sur l'introduction de gènes plus ou moins modifiés dans divers types cellulaires et sur l'observation fine des résultats de ces manipulations. L'addition ou le retrait d'un gène fournit en effet des informations nouvelles sur sa fonction. La génétique médicale a pour but la découverte du gène impliqué dans une pathologie. La cartographie du génome a accéléré ces découvertes. Connaître un génome consiste à connaître le programme de construction, de survie et de développement de l'organisme correspondant. Les animaux transgéniques ont été créés avant les plantes OGM. En les reproduisant à l'identique par clonage, on peut créer des modèles animaux de maladies humaines et étudier le rôle des gènes dans ces maladies. Les médecins voient dans l'expérimentation animale un modèle de passage à l'homme. Mais l'extrapolation des animaux à l'homme est discutée. Anne Fago-Largeau estime qu'il est de moins en moins rare de tenter sur l'homme des gestes risqués non expérimentés au préalable chez l'animal. Des animaux clonés sont utilisés pour l'étude des dérèglements des cellules tumorales, pour l'évaluation des effets de substances pharmaceutiques. La recherche porte d'autre part sur l'origine fœtale de nombreuses maladies. Le clonage facilite l'expérimentation animale. Il permet de multiplier les individus d'un génotype donné. Il facilite les manipulations génétiques en s'affranchissant des contraintes de temps liées à la reproduction sexuée. Nous retrouverons des exemples pratiques de ces utilisations, donnés par les chercheurs, dans les chapitres suivants. B. L'utilisation agronomique du clonage animal. Le clonage peut permettre une accélération des sélections animales. Il apporte un nouveau pouvoir de façonnage des races domestiques, en multipliant les animaux à meilleur rendement en lait, en qualité de viande. Mais il risque ainsi de réduire la diversité génétique des troupeaux. Le clonage pourrait aussi être employé pour préserver des espèces en voie de disparition et reconstituer une population à partir des quelques individus subsistants, en utilisant des femelles d'une espèce proche comme porteuses. M. Houdbin estime que l'entrée des animaux transgéniques dans la catégorie des OGM destinés à l'alimentation humaine est prévisible,
mais qu'elle doit s'accompagner d'une évaluation rigoureuse des problèmes de biosécurité ainsi que des problèmes socio-économiques. C. Les utilisations thérapeutiques du clonage animal et de la transgenèse. Celles-ci concernent le dépistage des maladies, les xénogreffes, la régénération des tissus malades et essentiellement la production de médicaments. Les applications biotechnologiques et médicales paraissent le principal débouché viable des nouvelles techniques associées de clonage et de transgenèse. Ce débouché du clonage dans le champ de la thérapie humaine paraît considérable. Le clonage associé à la transgenèse pourrait permettre d'obtenir des animaux. En général, on utilise des porcs modifiés génétiquement pour que leurs organes ne soient plus rejetés par l'homme, permettant ainsi le succès des xénogreffes. La régénération des tissus à partir des cellules souches du malade est présentée comme une technique d'avenir des plus prometteuses. Le clonage thérapeutique à partir d'une cellule somatique du patient peut produire des greffes cellulaires de tissus et d'organes identiques à son propre organisme, évitant le rejet. C'est l'espoir de traitement de certaines maladies nerveuses, de régénération de tissus malades. D. L'obtention des médicaments. Par transgenèse animale, on obtient la production de substances ayant des qualités thérapeutiques, des enzymes ou des hormones de croissance. La biotechnologie industrialise la production d'insuline humaine par des bactéries ou des levures, ou des cultures de cellules transgéniques. Elle met au point des vaccins obtenus grâce au génie génétique. L'information fournie par le séquençage du génome humain promet la découverte de nombreuses molécules actives utilisées contre les molécules altérées, solution à de nombreuses maladies non seulement génétiques, mais aussi infectieuses. La thérapie consiste à transférer un gène sain dans les cellules malades. Des protéines thérapeutiques, par exemple des anticoagulants, sont extraites du lait de chèvre ou de brebis clonées dont les embryons ont été manipulés génétiquement. L'industrie pharmaceutique se sert d'animaux génétiquement modifiés, comme d'usines vivantes à médicaments. Une centaine de protéines transgéniques a été produite à titre expérimental, dont plusieurs sont en cours d'évaluation clinique. 2. Risques et réserves. Ces attentes des bienfaits de la transgenèse épaulée par la nouvelle technologie du clonage ne vont pas sans un certain nombre de réserves émanant des praticiens eux-mêmes et justifient le rappel des risques encourus par ces nouvelles technologies. Ceux-ci peuvent se regrouper en plusieurs arguments. Les médiocres performances du clonage animal, les risques d'atteinte à la biodiversité, les risques scientifiques du franchissement des espèces, enfin les dérives vers le clonage humain. A. Les médiocres performances du clonage animal. Le clonage animal est encore une technique mal maîtrisée. La méthode s'avère de faible rendement, et les résultats aléatoires. Le taux de succès est très faible. Il varie de 1% à 1 millième selon les espèces. Jean-Paul Renard note que dans leurs expériences de clonage à l'INRA, sur le tiers d'embryons clonés transplantés il n'y a que 5 à 10% d'entre eux qui se développent jusqu'à terme. Le taux de réussite du clonage est de moins de 1% chez le lapin, de 3 à 5% pour la vache. La poursuite des expériences est cependant justifiée par la recherche sur les anomalies des animaux créés. Les anomalies sont en effet fréquentes chez les animaux clonés. Elles peuvent éclairer l'origine de nombreuses maladies, expliquer les dysfonctions liées au début de la vie embryonnaire, dysfonction cardiovasculaire, diabète. La question du vieillissement des animaux clonés reste posée. Il a fallu un immense travail expérimental pour obtenir Dolly. Les Écossais ont eu besoin de reconstituer 267 embryons. Le clonage reste très incertain chez les primates. On présuppose que les conditions physiologiques du clonage seraient plus difficiles chez la femme ou l'homme que chez les mammifères ovins ou bovins. Gilles-Éric Serralini estime que l'expression des gènes dans les embryons reconstitués par clonage est chaotique. Il s'agit de techniques encore inabouties et qui ne permettent pas pour le moment d'envisager des applications à grande échelle. Cependant, l'auteur estime que les scientifiques devraient se préoccuper autant des moyens de contrôle que des découvertes. B. Les atteintes à la biodiversité. En dehors des risques médicaux liés aux anomalies de développement des animaux clonés, de modifications génétiques conduisant à la fabrication de monstres et de chimères, les opposants au clonage animal y voient une atteinte à la biodiversité. Existent des risques de dissémination des espèces clonées.
S'il n'est pas aussi important que pour les OGM végétaux, le problème de la dissémination des animaux clonés ou transgéniques se pose pour les espèces aquacoles et aériennes. Les conditions d'élevage des saumons transgéniques ne permettent pas une étanchéité des aires d'élevage. Les espèces manipulées, une fois dans la nature, peuvent supplanter et détruire les espèces sauvages. Le clonage animal, s'il est appliqué avec une trop grande ampleur, peut réduire gravement la diversité génétique des troupeaux et les rendre d'autre part plus vulnérables aux agents pathogènes. Les problèmes de biosécurité existent. On peut, par transfert de gènes, créer des lignées d'animaux porteurs d'agents pathogènes dangereux. Certains évoquent le risque d'un nouveau terrorisme utilisant des armes biologiques. C'est le franchissement des espèces. Les philosophes ici interviennent pour critiquer les scientifiques. L'évolution technique et scientifique aboutit à la disparition de nombreuses espèces animales et végétales. Cette évolution est due à l'expansion d'une technonature qui perturbe le fonctionnement de l'écosphère. Le processus de sélection naturelle est amplifié par les formes de mise en valeur liées à l'urbanisation, à l'agriculture intensive, à l'utilisation des pesticides. Les nouvelles biotechnologies risquent d'accentuer le mouvement. G.E. Seralini note que la France, en 10 ans, a introduit 593 dossiers de demande de dissémination d'OGM dans l'environnement. Ils concernent la thérapie génique, les vaccins, les plantes et les micro-organismes génétiquement modifiés. Par la transgenèse, la barrière entre les espèces est allègrement et systématiquement franchie. Aussi dénonce-t-on la précipitation des scientifiques à accélérer le processus. Le moratoire suggéré en 1974 à la réunion d'Asil-Omar est resté en suspens. On craint que la thérapie génique ne vise à manipuler l'hérédité humaine. Pour le moment, elle n'a été tentée que dans le traitement des enfants bulles de l'hôpital Necker. Des traitements sont espérés pour les myopathies, la mucoviscidose. Ils ne concernent pas l'hérédité. Il n'empêche que les applications du génie génétique touchant à l'essence de la vie sont des démarches à implication éthique. Le clonage humain. On tombe ici dans le domaine le plus sensible des biotechnologies. On peut voir en effet dans le clonage animal un banc d'essais, techniques et idéologiques, pour une future application à l'homme. Bien des biologistes estiment cette éventualité irréaliste. Pour appliquer le clonage à l'homme, il faudrait disposer de nombreux ovocytes. Il implique une instrumentation du corps de la femme. Les aléas techniques sont trop importants pour accréditer un clonage de l'homme. La probabilité d'anomalie chez l'enfant cloné est très élevée, risque de vieillissement prématuré, de cancer. La santé de l'enfant est loin d'être assurée. La plupart des animaux clonés sont anormaux et ceux qui survivent sont ceux qui sont les moins atteints par ces anomalies. Les anomalies psychologiques pronostiquées par les psychanalystes restent discutées et discutables. Perturbation de l'ordre historique des générations, négation de la singularité et de l'autonomie de la personne, mais disposer d'un patrimoine génétique commun n'empêche pas la constitution de deux individualités, de deux personnalités distinctes, comme le démontre l'exemple des jumeaux. Ainsi le recours au clonage humain reproductif n'apparaît pas diabolique en soi. Du clonage des animaux à celui de l'homme, la seule barrière reste le garde-fou de l'éthique. Celui-ci intervient également pour le clonage thérapeutique. 3. Les enjeux économiques. Avec les biotechnologies, les enjeux économiques, politiques et éthiques sont indissociables. Nous ne sommes plus sur le terrain d'une recherche fondamentale qui serait indifférente aux promesses d'application, aux calculs des banquiers et des industriels, aux réactions du pouvoir politique, à l'intervention du public et aux objections d'ordre moral. Gigi Salomon. Les enjeux économiques. Les intérêts commerciaux et stratégiques sont énormes. La recherche sur les OGM végétaux a déclenché un gigantesque marché agroalimentaire. Le clonage et la transgenèse animale ouvrent le marché de la transplantation d'organes. La cartographie des gènes ouvre des avenues royales à la commercialisation de nouvelles thérapies et interventions biomédicales. Les applications attendues éveillent les convoitises industrielles, dopent les investissements en bourse, aiguisent la compétition entre équipes. D'après Furness et Pollock, la valeur estimée de la génomique, produits et services, s'élevait à 2
2 milliards de dollars en 1999 et devait atteindre 8,4 milliards en 2004. Les sociétés pharmaceutiques ont investi en 2000 26,4 milliards de dollars en recherche-développement, soit 20% de leur chiffre d'affaires. Le marché pharmaceutique attendu des cellules souches pour la thérapie régénératrice est considérable. 10 à 50 milliards d'euros d'ici 5 à 10 ans. Le clonage utilisé pour la production de protéines à usage pharmaceutique et médical, traitement des rhumatismes articulaires, de l'albumine, etc., ouvre un marché de 55 milliards de francs. Les essais cliniques de médicaments. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.